Bonjour à toutes et tous. Nous allons laisser petit à petit les participants arriver. Je vois que le nombre monte régulièrement. Donc j'attends encore quelques secondes avant de lancer ce symposium. Le nombre commence à se stabiliser, alors je vous propose qu'on commence à l'heure. Ce symposium que je suis ravi d'introduire, organisé par le laboratoire Galapagos et qui a pour thématique éducation thérapeutique et industrie pharmaceutique, l'heure de vérité. Alors pour ce symposium, nous avons réuni un plateau d'orateurs absolument exemplaire puisqu'ils représentent les différents maillons de la chaîne ETP et je vais, si vous le voulez bien, vous les présenter tout de suite. Nous allons donner la parole à Marina Sardone, qui est Patient Advocacy Lead chez Galapagos et qui sera donc la voix de la pharma, ou plus exactement d'une pharma, Galapagos, sur ce sujet. Bonjour Marina. Bonjour Patrick, merci. Ensuite, nous aborderons avec Sonia Tropé, directrice de l'ANDAR et trésorière adjointe de l'ASSET, l'aspect plutôt association de patients, puisque l'ANDAR est une association de patients dans la polyarthrite rhumatoïde, et puis l'aspect spécialiste de l'éducation thérapeutique via l'ASSET. Bonjour Sonia. Bonjour. Puis Élise Charbonnier, qui est infirmière d'ETP en maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière à Paris, nous parlera de sa pratique de soignante utilisant l'ETP avec des patients. Bonjour Élise. Bonjour à tous. Maître Paul-Henri Devèze, avocat au barreau de Paris, sera la voix de la loi pour ce symposium. Bonjour maître. Bonjour à tous. Et puis, pour conclure, le professeur Atul Patak nous rejoindra en fin de symposium pour nous apporter quelques mots et nous apporter sa vision sur ce sujet ETP et pharma. Je vous laisse découvrir les liens d'intérêt de nos différents intervenants soignants ou travaillant dans l'industrie pharmaceutique. Et je vais vous apporter d'emblée deux précisions sur le fonctionnement de ce symposium. Première précision sur les questions que vous pouvez poser, bien évidemment, dans la boîte de questions-réponses. Je pense que vous commencez à être bien habitué à ce fonctionnement-là. Nous y répondrons à la fin du symposium de manière à vraiment pouvoir enchaîner les interventions avec nos orateurs. Deuxième précision, nous allons nous-mêmes vous poser des questions à travers des petits sondages de façon à prendre un peu la température de la salle virtuelle. N'hésitez pas à répondre, c'est anonyme, vous pouvez vous lâcher. Pour chaque question, il y aura plusieurs propositions de réponses et vous pouvez cocher une ou plusieurs réponses pour chacune des questions. Sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et dans cette heure de vérité sur ETP et industrie pharma. Alors, qui dit heure de vérité dit faire la chasse aux fake news, aux idées reçues sur ces sujets. Et on sait qu'il y a beaucoup de fake news en ce moment sur beaucoup de sujets. Et on s'est donc amusé avec nos orateurs à imaginer des faux statuts de médias sociaux sur ce sujet ETP et industrie pharma. Et pour introduire la présentation de Marina, ce faux statut LinkedIn d'un faux laboratoire qui s'appelle Fake Farm, donc je pense que vous aurez compris en effet qu'il n'est pas tout à fait exact, qu'il n'est pas tout à fait réel. Et Fake Farm nous dit les patients, quoi de plus important, avec tout un tas de cœurs, de smileys et de hashtags un peu niais, on peut le dire franchement, patient, patient d'abord, etc. Alors tout ça semble un peu trop enthousiaste pour être honnête. Et du coup, j'aimerais lancer, si vous le voulez bien, le premier sondage auprès de vous en vous demandant, pour vous, pour les laboratoires pharmaceutiques, qu'est-ce que les patients représentent? Est-ce que ce sont les bénéficiaires des médicaments proposés, un levier de communication institutionnelle, une motivation pour faire avancer la recherche, des personnes à éduquer sur la maladie et les traitements, ou une zone de communication et d'action interdite? Donc vous pouvez cocher une ou plusieurs réponses et je vous laisse tranquillement répondre, tranquillement pendant quelques secondes seulement, pour qu'on puisse après passer la parole à Marina. Les votes se stabilisent, donc je vais arrêter le sondage et partager les résultats avec vous. Alors, on voit qu'une très grande majorité nous répond les bénéficiaires des médicaments proposés, bien sûr, mais on a d'autres items qui apparaissent, notamment une motivation pour faire avancer la recherche, ce qui semble bien sûr logique, mais on arrive en troisième position avec des personnes à éduquer sur la maladie et les traitements. Alors évidemment, là, on est dans le vif du sujet. Du coup, Marina, si tu le veux bien, je vais te laisser la parole
pour nous présenter la vision du patient par un laboratoire Galapagos. Marina, la parole est à toi. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Et merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Beaucoup de chemins ont été parcourus depuis l'adoption par l'OMS en 1996 d'un rapport sur l'éducation thérapeutique du patient qui consiste à ne pas seulement s'arrêter à donner des informations, mais aussi à mettre les patients au cœur des processus éducatifs. Maintenant, c'est que c'est vraiment la chose la plus importante pour nous, c'est de travailler avec des patients et des associations de patients. Évidemment, cela signifie de travailler main dans les mains avec nous à tous les stades du parcours du patient et du développement de nouveaux médicaments. Je pense qu'il n'est plus possible ni même acceptable aujourd'hui pour des entreprises pharmaceutiques d'avancer et de développer des traitements ou d'autres solutions sans consulter ou intégrer au moment ou un autre l'expérience, la connaissance et les attentes des patients. Donc, la collaboration, c'est vraiment, vraiment important. La slide suivante, s'il vous plaît. Et cette collaboration est bénéfique à toutes les parties. En effet, elle permet d'aligner les priorités de recherche, d'optimiser les essais cliniques, de se concentrer sur l'identification des résultats et des critères pertinents pour les patients pour faciliter l'accès aux traitements qu'ils sont approuvés. À Galapagos, notre vision est vraiment de partenariat avec les patients, au fond de mieux considérer et prendre en charge les patients à travers toute notre activité. Nous sommes en cours de finalisation d'un document essentiel dans l'articulation de notre vision des partenariats avec les patients. Notre charte, qui a développé avec des associations des patients européennes et des experts en advocacy, reflète notre engagement dans la formation des partenariats avec des patients et les associations. Nos piliers dans la création des partenariats avec les patients sont d'établir un but commun, de traiter chaque partie sur un pied d'égalité et d'agir en toute transparence. Nous privilégions cette idée de partenariat par-delà le concept de centralité de l'expérience des patients parce qu'elle reflète plus fidèlement notre vision d'un engagement actif et d'un effort commun afin d'inscrire les besoins et les perspectives des patients dans notre valeur. En effet, il nous semble essentiel de privilégier une approche où les patients sont intégrés et participent pleinement à améliorer traitements et soins sur les pieds d'égalité avec le reste de l'écosystème. La suite consiste à traduire cet engagement avec un plan d'action concret que nous pouvons commencer à élaborer parce que cette transition vers une inclusion plus systématique et intégrale du patient dans le processus et l'activité que nous faisons à Galapagos. Nous n'avons pas la prétention à tout faire et tout résoudre immédiatement. Nous savons que nous devons engager sur le long chemin et nous ferons en sorte de progresser dans la mise en œuvre de la charte d'année en année. Donc, quel rôle pour l'industrie dans l'éducation pharmaceutique? La slide suivante, s'il vous plaît. Dans ce contexte, quelle est l'éducation et le rôle pour l'industrie? La question du rôle de l'industrie dans ce programme met l'éducation des patients plus globale et très intéressant pour moi. Soutenir l'éducation des patients est important pour nous, mais cela doit se faire dans un cadre précis et clairement défini, non seulement dans le respect de la loi applicable, mais aussi dans le respect de notre partenariat avec eux vers un objectif commun. À mon sens, ce n'est pas nécessairement à nous expliquer aux patients qu'ils vivent avec des conditions, mais c'est plus le rôle des professionnels de santé, des associations et des patients experts. Nous pouvons apporter des soutiens financiers ou mettre en relation les associations des professionnels de santé qui nous connaissons bien. Nous pouvons également apporter l'expérience et la connaissance de notre propre équipe, que soit sur les questions médicales, scientifiques ou autres. Personnellement, j'ai un peu un problème avec les concepts d'éducation s'ils ne s'appliquent pas que dans un seul sens. Notre approche à Galapagos, c'est aussi de mettre l'accent sur le fait que l'éducation ne n'est pas unidimensionnelle ou unidirectionnelle. Nous avons un moins à temps à apprendre les patients que l'inverse.
C'est cette la raison pour laquelle nous avons créé et organisé des séminaires internes comme le Meet the Expert Program pour partager des connaissances ou des représentants associatifs des patients qui viennent à partager leur expérience et à répondre à la question de notre équipe pour travailler et pour la connaissance et leur expérience. Pour conclure, je voudrais vraiment mettre l'accent sur l'importance pour Galapagos de construire des partenariats avec des patients. Nous continuerons à travailler ensemble avec les patients et les associations pour développer les moyens adaptés et fournir une éducation personnalisée afin d'améliorer la vie quotidienne des patients. Donc, comme vous avez entendu, je suis italienne, je parle un peu de français, mais j'ai essayé de faire la présentation en français. Merci encore, Patrick, pour l'opportunité. Merci beaucoup Marina, et je pense que tes propos étaient très clairs et que tu sais que nous sommes tous amoureux de l'accent italien en France, donc je crois que ça ne pose aucun souci. Donc, on a bien compris pour les patients, mais avec les patients et des différentes manières que tu as expliquées. Et donc, nous allons maintenant enchaîner avec la présentation de Sonia. Mais pour introduire la présentation de Sonia, je vais donc me permettre ce faux tweet du docteur Bobo77, qui n'existe pas, bien évidemment. Et le docteur Bobo nous dit l'éducation thérapeutique des patients, on fait depuis toujours, hein, ça sert à rien de réfléchir là-dessus, c'est pas sorcier, c'est comme la prose de Monsieur Jourdain, tout le monde en fait sans le savoir. Alors je ne sais pas Sonia comment tu vas réagir à ce tweet de docteur Bobo77, mais nous déjà, essayons de nous poser une question tous ensemble, et je vais donc lancer un nouveau sondage qui va arriver très prochainement. Voilà. Et qui va vous poser la question suivante. Selon vous, l'éducation thérapeutique des patients couvre quelles activités? Et là aussi, vous avez plusieurs réponses possibles. Est-ce que c'est la recherche sur l'apprentissage et l'intelligibilité, la formation des acteurs de soins et des patients, la production d'outils dédiés à l'ETP, la conception de programmes d'ETP et d'activités d'ETP, et ou le développement des compétences d'auto-soin et de l'autonomisation dans les soins. Encore une fois, vous pouvez cocher une ou plusieurs réponses et je vois que ça s'agite bien du côté des réponses. Je laisse quelques secondes. Ça se stabilise, donc je vais partager les résultats. Alors, on voit que tous les items ont reçu une majorité de oui, c'est intéressant. On voit que celui qui ressort le plus, c'est le développement des compétences d'auto-soin et de l'autonomisation dans les soins. Je pense que ça va intéresser Sonia. Et celui qui ressort le moins, la recherche sur l'apprentissage et l'intelligibilité, mais quand même avec 68%. Du coup, Sonia, je vais te laisser la parole si tu veux bien, pour nous parler donc des différentes dimensions de l'ETP. Alors, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, déjà pour commencer, les fondamentaux, hein, l'ETP en quelques mots, même si autour de nous, là, il n'y a que des experts de l'éducation, mais quand même, pour dispenser l'ETP, il est nécessaire d'avoir des compétences relationnelles, pédagogiques, d'animation, méthodologiques, organisationnelles, biomédicales et de soins. En un mot, il faut être formé. Ça ne s'invente pas de faire de l'éducation thérapeutique, contrairement à ce que nous dit ce bon monsieur Jourdain. Donc, le processus d'ETP, c'est 4 étapes, il ne faut jamais l'oublier, le diagnostic, la négociation des objectifs, l'intervention éducative et l'évaluation des résultats, qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Et pour la coordination d'un programme, c'est assuré par un médecin, par un autre professionnel de santé, mais aussi, ça peut être par un représentant d'une association de patients agréée. Donc, voilà, ça c'est pour qu'on soit bien au clair sur la base. Diapo suivante. Donc, on le voit à travers vos réponses, on est tous raccords là-dessus. Le TP, c'est un vaste champ qui couvre donc la recherche sur l'apprentissage et l'intelligibilité, la formation des acteurs, que ce soit les professionnels de santé, les autres acteurs qui sont autour et qui gravitent, et évidemment les patients, la production d'outils,
la conception de programmes et d'activités et le développement des compétences d'auto-soin, l'autonomisation dans les soins, mais pas que. Donc, si on se focus sur la recherche, sur l'apprentissage et l'intelligibilité, on retrouve les travaux qui portent sur la littératie, dont Rémi Gagnard nous parlait ce matin, pas tant comme un objectif en soi qu'un élément dont on doit tenir compte pour trouver comment accompagner les personnes à atteindre des buts qui sont éminemment personnels et avant tout personnels, et étendre leurs connaissances et leurs capacités. La didactique aussi, qui reste un enjeu important pour transposer des savoirs utiles en savoirs enseignables, parce que ce qui manque, c'est notamment de rendre intelligibles les mécanismes de la maladie notamment. Il y a un défi de vulgarisation qui n'est pas encore tout à fait relevé. On voit encore beaucoup dans les programmes d'éducation des choses qui restent un peu descendantes et un peu compliquées à transmettre, et les formes d'apprentissage qui restent à soutenir, puisque ce ne sont pas un apprentissage, mais des apprentissages avec une alliance de savoirs autant expérientiels que des savoirs académiques. Diapo suivante. Donc là, c'est encore une. Donc, la formation des acteurs de soins et des patients, il y a un enjeu là aussi autour de la formation continue, probablement des formations intégrant patients et soignants, mais aussi les autres acteurs, comme je le disais tout à l'heure, tout en respectant les entre-soi. Il n'est pas la question d'empêcher une forme de communauté de se faire dans les métiers, mais d'avoir un même mouvement. Pour la formation initiale, il est essentiel de préparer les professionnels de santé à cette éducation, en les formant ensemble avec l'intervention de patients dans les formations. Je ne peux que recommander cette façon de faire, et des formations multiprofessionnelles, pas d'un côté les médecins, de l'autre les infirmières. On le sait, l'éducation se prête bien à ces partages et ça fait quand même quelques années qu'on est dans cette logique-là. Mais il ne faut pas l'oublier, il faut continuer à développer ces façons de faire. Il y a encore une acculturation à mettre en œuvre et des compétences à développer. On le sait bien, quand on est impliqué en éducation thérapeutique, il reste encore pas mal de personnes et d'acteurs qui autour ne sont pas encore complètement, je dirais, à jour ou bien conscients de ce que représente l'éducation. Donc, il faut que les patients puissent passer des savoirs implicites aux savoirs explicites, et il est essentiel que les éducateurs maîtrisent les contenus. La réflexivité, si elle est indispensable, elle ne peut pas suffire. Il y a des mécanismes spécifiques aux pathologies. Pour autant, une approche de l'ETP en silo serait regrettable, et c'est d'ailleurs un des axes de réflexion de la CET, c'est de réfléchir comment tous les acteurs peuvent s'organiser tous ensemble pour aborder une ETP plus globale. Diapo suivante. Donc, pour la production d'outils dédiés à l'ETP, on en parlera plus précisément avec Élise tout à l'heure, mais c'est un enjeu important qui doit s'inscrire dans des stratégies éducatives. On le sait, l'outil seul ne peut rien. Il doit intégrer une démarche dans une cohérence. Il faut aussi que ça passe par une phase de formation à cet outil. On ne peut pas juste balancer un outil à une équipe et dire utilisez ça. Il faut quand même se familiariser, s'approprier cet outil pour vraiment en donner toute la mesure et toute la force. On peut noter que certains types d'outils ne sont pas suffisamment soutenus, par exemple des vidéos mode d'emploi, par exemple des dispositifs, et c'est là qu'on relie un peu avec notre sujet. L'industrie peut aussi développer des outils pour rendre intelligible un médicament, développer des tutoriaux, et ça reste important et ça reste manquant. Diapo suivante. Pour la conception des programmes et d'activités d'ETP, les programmes restent un modèle important. Ils doivent être associés pourtant à des formats plus courts, plus agiles, plus adaptés aux situations de santé, parce que ça reste compliqué d'intégrer un programme. Mais c'est vrai que ces dernières années, il y a des activités d'ETP qui émergent, et on sent que là, on est sur une complémentarité, puisque l'idée est de créer un continuum d'exposition des patients à l'éducation, en passant de l'information compréhensible jusqu'au programme, mais sans négliger des activités plus courtes, peut-être plus intensives, qui peuvent toucher des maladies chroniques, mais pas que. On pourrait aussi étendre ça à des maladies plus temporaires. Voilà, les recours HAS datent de 2007, elles ne connaissent que les programmes, donc il y a encore du travail sur ce domaine, et le soutien des ARS est crucial, puisqu'on le sait, les ARS s'appuient sur la HAS, donc il va falloir aussi dépoussiérer tout ça et moderniser tout ça, adapter. Diapo suivante.
Pour le développement des compétences d'auto-soin et de l'autonomisation dans les soins, alors bien sûr, c'est l'objectif qu'on se met pour l'éducation thérapeutique. L'engagement des patients est la clé de voûte. Il ne s'agit absolument pas de les abandonner en leur donnant des compétences et en leur disant ben voilà, maintenant vous savez faire, donc débrouillez-vous tout seul, mais de leur permettre de s'impliquer et de les encourager dans ce sens-là. Le TP peut contribuer à exprimer l'aptitude personnelle de chacun, et ça passe seulement dans le soin. Donc, ça peut être aussi dans tous les domaines de la vie. C'est là où le développement des compétences d'auto-soin, certes, est important, mais est important comme un moyen. C'est l'angle de la promotion de la santé, hein, de l'empowerment. Il ne faut pas oublier que si l'éducation doit se faire, elle passe forcément par la qualité des soins. On ne peut pas envisager de faire une éducation de bonne qualité et de familiariser les patients, de leur transmettre des compétences, de les aider à soutenir leurs propres aptitudes, sans exiger que les soins qu'on dispense soient aussi de qualité. Donc, au final, l'objectif, c'est la qualité de vie. La modification de la perception de l'utilité de l'ETP est un enjeu. Il est important de rester vigilant. Tous les acteurs doivent converger vers cet objectif et ne pas confondre, comme je disais, le moyen et la finalité. L'ETP, c'est un moyen d'atteindre l'autonomie et donc de vivre mieux au quotidien. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Donc, on le voit d'un côté avec Marina, une ambition, un engagement de la pharma, d'un autre côté, les différentes dimensions de l'ETP. Maintenant, finalement, on a très envie de voir des exemples d'outils auxquels la pharma a pu contribuer, qui ont pu rendre des services dans la pratique de l'ETP. Et on va voir ça avec Élise Charbonnier, introduite par ce faux statut Facebook. Alors, ce n'est pas toi, Élise, hein, c'est Maréline, une fausse infirmière, à qui on a fait dire l'industrie pharma, acteur de santé, sérieusement, au même titre que moi, ça n'est pas sérieux. Alors, en effet, est-ce que la pharma peut se revendiquer être acteur de santé et du coup avoir un rôle à jouer dans l'ETP? C'est la question qu'on va vous poser à présent. Donc, et ça sera donc notre troisième sondage que je vais lancer tout de suite. Alors, on va retrouver les mêmes items que dans la question précédente, mais cette fois, je vais vous demander, selon vous, l'industrie pharmaceutique pourrait être utile dans quelles activités de TP? Alors, quand on dit pourrait être utile, on est d'accord, c'est donc dans un cadre hors cadre légal, donc dans l'absolu, où est-ce qu'il y aurait une pertinence de la pharma, une légitimité, on va dire, mais indépendamment de la loi, en tout cas en France. Alors, je vous laisse répondre sur les différents items. Ça s'agite, ça s'agite. Et je vais donc stabiliser les réponses et partager les résultats. Alors, on voit que, bon, je dirais presque que c'était un peu attendu. La production d'outils dédiés à l'ETP ressort en numéro 1 comme étant un champ très légitime pour la pharma. Mais finalement, déjà, tous les items remportent des parts non négligeables, hein, juste en gros un quart des répondants les plébiscites, et on voit qu'en deuxième arrive la recherche sur l'apprentissage et l'intelligibilité, ce qui est peut-être un tout petit peu moins attendu. Alors, on va du coup laisser la parole à Élise, qui, je crois, va s'exprimer sans slide sur son expérience par rapport au programme et aux outils. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à ce symposium. Donc moi, pour vous dire, hein, je suis infirmière depuis maintenant 7 ans dans un hôpital parisien, et c'est vrai qu'au bout de quelques années, j'ai voulu développer un champ d'action de mon métier qui est l'éducation thérapeutique du patient. J'ai eu l'opportunité de passer la formation, comme l'a très bien souligné Sonia, en effet, la formation est quelque chose de très important. Donc j'ai pu faire la formation de mon hôpital. Et donc, voilà, qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique du patient? Alors, ça a été défini par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en 1996, voilà, il y a de nombreuses années maintenant, pour montrer à quel point c'est quelque chose qui s'inscrit dans le parcours du soin du patient. Ça vise à l'aider à acquérir ou maintenir des compétences dont il a besoin pour gérer cette maladie chronique, tout au long de sa vie. Donc, elle fait partie intégrante et de façon permanente dans la prise en charge du patient. Elle comprend des activités organisées, y compris aussi un soutien psychosocial, conçu pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l'organisation, des procédures hospitalières
et des comportements liés à la santé, à la maladie, au traitement. Donc, ça a pour but de les aider, ainsi que leur famille, il ne faut pas oublier l'entourage, à comprendre la maladie et les traitements, à collaborer ensemble et à assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge. Sonia l'a très bien expliqué, la qualité de vie est au cœur de l'éducation thérapeutique. On a tendance à dire ETP, d'ailleurs, on utilise l'acronyme. Donc, vraiment, je tiens à souligner que c'est un processus continu, parce que ça arrive au début, à l'annonce de la maladie, puis tout au long de la maladie, et ça concerne surtout tous les professionnels de santé qui interviennent au cours de la prise en charge du patient. C'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire et, et tout au long de la vie de la prise en charge de la maladie chronique du patient. Ensuite, ça a été introduit, le TP, un petit peu dans le droit français quand même, avec la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé au territoire, donc la loi HPST, pour inscrire le TP dans le parcours de soins du patient, avec pour objectif de le rendre plus autonome et en facilitant son adhésion au traitement prescrit et en améliorant sa qualité de vie. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, pluriprofessionnel, on continue dans la prise en charge du patient. Et donc, moi, concrètement, dans le service, par exemple, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis devenue référente pivot d'un programme d'accompagnement de personnes ayant une maladie chronique avec des vulnérabilités. Et pour pouvoir faire ce travail et l'optimiser, individualiser la prise en charge au patient, savoir s'adapter tout au long de son parcours de soins, il a fallu trouver des fonds privés. Et donc, du coup, ça a été financé par un laboratoire pharmaceutique. Alors, l'objectif final reste que je suis restée salariée de la fonction publique et que ensuite, ça soit ancré dans la prise en charge du patient dans notre service. Mais c'est vrai qu'il a fallu passer par ces fonds privés pour pouvoir le mettre en place. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que la présence des laboratoires pharmaceutiques dans le service, et surtout, donc c'est au niveau des médecins pour leur présenter les médicaments, etc. Et c'est vrai que nous, l'interaction est importante avec les délégués pharmaceutiques, puisque quand ils viennent présenter un nouveau médicament, nous aussi, on a besoin de savoir, en tant qu'infirmier d'éducation thérapeutique, on a besoin de savoir la posologie, le fonctionnement du médicament, la gestion des stocks, la gestion du médicament, etc. Donc, du coup, pour pouvoir être acteur optimal de cette prise en charge, il faut qu'on ait les informations directement. Donc, c'est bien d'avoir cette information directe avec les délégués. Une autre chose très importante, c'est vrai que c'est eux qui nous fournissent nos outils d'éducation thérapeutique, que ce soit pour les séances individuelles ou collectives. Ça peut être des cartes, des tableaux, des schémas. Alors, Sonia l'a très bien souligné, c'est vrai qu'au niveau des vidéos type tuto, etc., ce n'est pas encore très développé, mais ça commence à venir. Et c'est des choses que les patients apprécient énormément, puisque c'est des choses qu'ils peuvent aussi ramener chez eux. On a toutes les pancartes sur les médicaments, on a toutes les pancartes, les brochures sur les maladies, mais aussi sur la vie quotidienne, comment gérer la vie quotidienne, et comment partir en voyage, comment annoncer à son entourage, etc. C'est bien des choses qu'on aborde lors des séances avec les patients, mais c'est bien d'avoir des supports écrits et vidéos pour qu'ils puissent ensuite se les approprier, les prendre en main, reposer des questions ensuite. Et voilà, c'est des choses qu'on a régulièrement dans le service. Et pour pouvoir les utiliser correctement et de manière optimale, on a besoin que les délégués nous forment à l'utilisation de ces outils pour qu'ensuite nous puissions les utiliser de manière optimale. Ben voilà, j'ai fait un petit peu le tour des outils. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et merci encore. Merci beaucoup, Élise, pour cette présentation qui traduit bien la réalité aussi au sein d'un service, comme celui des maladies infectieuses à la Pitié. N'hésitez pas en effet à poser vos questions sur le chat. Il y en a déjà qui arrivent, mais vous pouvez vraiment les poser au fil de l'eau et on répondra tout à la fin. Et sans plus tarder, on va passer maintenant à la voix de la loi avec Maître Devez. Alors, pour introduire votre présentation, Paul-Henri, je vous propose ce grand penseur de Twitter. Twitter est rempli de grands penseurs qui nous dit avec tout l'argent qu'a Big Pharma, les labos pourraient quand même financer des beaux et grands programmes de TP, non? Et puis on voit à travers ce que nous a dit Élise qu'il y avait des besoins et puis qu'en pratique, il y a des choses qui sont un peu faites. C'est pour ça qu'on lui a donné la parole avant vous, parce qu'on avait peur après que le couperet de la loi tombe. Du coup, il est temps maintenant de voir le cadre légal, mais avant, je vais poser une petite question à la salle. Donc, et ça sera le dernier sondage de cette série.
qui cette fois porte sur le cadre légal. Comme vous vous en doutez, on retrouve les mêmes items que dans les questions précédentes, mais cette fois, la question que je vous pose, c'est, selon vous, l'industrie pharma a le droit en France de soutenir quelles activités? Donc là, on parle bien du droit français actuel au sein des différentes activités qui ont été écrites notamment par Sonia. Alors, je vois qu'en effet, les choses sont assez claires et je pense que on va finir ce sondage parce que là aussi, on va voir que les outils semblent en effet, pour 88% des personnes qui répondent, être autorisés. Alors, on va voir l'avis de notre avocat, là où les programmes, hein, c'est évidemment ce qui ressort avec le moins de suffrages, 14%. C'est vrai qu'on a cette idée que les programmes et les activités ETP, attention, interdits pour la pharma en France. Et sinon, on voit que juste derrière la production d'outils, la formation des acteurs de soins et des patients. Donc il y a tout ce secteur de formation que soulignait également Sonia dans sa présentation, qui est sans doute intéressant. Du coup, Maître Devez, je vais vous passer la parole immédiatement pour nous parler du cadre légal de l'ETP en France. Merci beaucoup. Alors, du coup, l'éducation thérapeutique du patient, l'ETP, légalement, c'est quoi? Et surtout, comment ça marche pour les industries de santé? Alors, on l'a vu, ça vient d'être dit aussi. On a une première définition en 1996 de ce qu'est l'ETP, qui vient d'un rapport de l'OMS Europe, Therapeutic Patient Education, et il était précisé que l'ETP vise à aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Et d'autres choses, donc les moyens d'action de l'ETP, que je ne vais pas reprendre. Et effectivement, il a été dit aussi à juste titre que tout ça a été introduit dans la législation française d'une façon durable et pérenne à travers la loi HPST du 21 juillet 2009. Et donc, on a plusieurs mécanismes d'ETP qui vont être prévus dans le Code de santé publique. Alors, s'il vous plaît, slide suivante, Patrick. Du coup, dans le code, il y a 3 catégories distinctes d'ETP. Donc, les programmes d'éducation thérapeutique, les actions d'accompagnement et les programmes d'apprentissage. Ce qu'on voit à la lecture du code et aux définitions, c'est que les 3 catégories se rejoignent, même si elles sont chacune délimitées à un domaine plus ou moins spécifique. Les programmes d'ETP sont des programmes personnalisés, coordonnés par un médecin ou un professionnel de santé, ou un représentant dûment mandaté par une association de patients. Vous avez ces programmes-là qui sont à distinguer des actions d'accompagnement, qui font partie de l'éducation thérapeutique, nous dit la loi, et qui ont pour objet d'apporter une assistance, un soutien aux malades, à leur entourage, dans la prise en charge de la maladie. Et enfin, la troisième grosse partie de l'ETP, c'est les programmes d'apprentissage, qui ont pour objet l'appropriation par les patients des gestes techniques permettant l'utilisation d'un médicament le nécessitant. Si on peut passer, s'il vous plaît, la slide après. D'emblée, voilà, on se rend compte qu'en fait, le législateur a prévu dans la loi d'interdire aux industries de santé de faire de l'ETP ou de mener des actions d'accompagnement. Les textes prévoient que les industries peuvent toutefois y prendre part, notamment pour leur financement. Alors, c'est ici justement qu'il y a un point qui fait débat et qui est relativement sujet à controverse, c'est le terme de « notamment ». Traditionnellement, et de façon un peu caricaturale, on retient que le seul support apporté par l'industrie pharmaceutique aux actions d'ETP est financier. Au regard des textes, notamment à la lecture de cet article, et puis d'autres choses, nous allons voir, il s'agit d'une zone grise qui peut être sujette à interprétation. En effet, si on s'intéresse un tout petit peu à la volonté du législateur et aux différents travaux parlementaires de la loi HPST, on s'aperçoit que l'industrie, en fait, n'a jamais été exclue des actions d'ETP. Déjà, tout d'abord, les rapports de travaux de la Commission des affaires sociales précisaient que l'industrie pharmaceutique souhaite contribuer à la maîtrise par les malades des dispositifs thérapeutiques qu'elle élabore. Donc déjà, on se rend bien compte que les parlementaires avaient cette conscience que l'industrie pharmaceutique avait quelque chose à apporter aussi aux actions d'ETP en général. Les travaux parlementaires sont explicites sur l'implication de l'industrie pharmaceutique dans le cadre de l'ETP et des actions d'accompagnement sur comment encadrer finalement l'ETP. Il est précisé dans les rapports, vraiment écrit noir sur blanc,
que l'absence de contact direct d'une industrie avec des patients est un impératif éthique. Donc en fait, la commission avait estimé que la capacité d'initiative des entreprises du secteur de la santé ne devait pas être exclue. En fait, elle devait être soumise à une régulation éthique au travers, je cite, d'obligations de travailler en commun avec des professionnels de santé ou des associations. Donc en fait, à la lecture des travaux parlementaires qui ont mené à cette loi et à l'intégration dans le Code de santé publique des dispositifs d'ETP, il y a une possibilité réelle de travailler ensemble, main dans la main pour les industries et les professionnels, s'ils restent indépendants. En fait, ce que le Code nous précise, vous le voyez dans cette slide, c'est qu'en réalité, notamment pour leur financement, dès lors que les professionnels de santé et les associations élaborent et mettent en œuvre ces programmes ou actions. Donc en fait, même si l'industrie de santé, quelle qu'elle soit, va venir participer à l'ETP, celui qui a le veto à la fin, c'est le professionnel de santé qui est au contact des patients. Ils ont le dernier mot, quoi qu'il arrive. Même si il existe encore un petit peu une catégorie à part, qui est celle des programmes d'apprentissage, puisque les laboratoires peuvent mettre au point et soumettre à autorisation de la NSM. Mais finalement, là encore, il y a une nécessité, parce que tout ça est prévu pour permettre justement aux patients d'avoir un bon apprentissage sur comment se soigner avec les produits qui sont mis à leur disposition par les industriels. Alors, s'il vous plaît, Patrick, la slide d'après. En réalité, je vais revenir sur un point un petit peu technique, mais c'est le mot notamment et comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Ça a une importance parce que à partir de fin 2020, vous avez eu plusieurs textes qui sont parus, notamment une ordonnance du 18 novembre qui était relative aux missions des ARS. Et en fait, ces textes ont un petit peu assoupli le cadre légal de l'ETP en modifiant les dispositions du Code de la santé publique que je citais tout à l'heure. L'interdiction de contact direct entre un malade et une entreprise de santé ne vise plus désormais, à la lecture de la loi, que les actions d'accompagnement. Ce qui signifierait que une entreprise qui commercialise des produits de santé pourrait réaliser des actions d'ETP auprès de patients et de façon directe. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que vous avez toujours cet article 1161-4 du Code de santé publique qui vous dit que c'est interdit et qu'on ne peut contribuer finalement que de manière financière, ou notamment financière. Il faut se rendre compte qu'une chose, c'est que finalement, ces textes-là ont une vocation pénale. C'est-à-dire qu'il y a une peine encourue à la fin si on ne respecte pas la réglementation. Cette peine de 30 000 € est finalement guidée par les grands principes du droit pénal en France, qui vous dit qu'une loi, elle doit être d'interprétation stricte. Donc, si vous avez un doute sur la légalité de ce qui est permis ou non, en droit pénal, dès lors qu'il y a un texte, il y a une interdiction qui est censée être totale. Toutefois, en plus de ce mot notamment dans 161-4 et la suppression des références à l'ETP, direct et l'interdiction directe pour un professionnel de santé, pour une industrie de santé de faire de l'ETP auprès des patients, on a donc une zone grise qui se crée. Et une zone de doute, en fait, tout à fait légitime, qui est permise. Et en cas de doute, ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est comme ça que les juristes réfléchissent, c'est dans l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, on l'a vu tout à l'heure, c'est effectivement prévoir aussi l'intervention des industries de santé, d'une façon peut-être large, mais éthique. Indirecte, certes, mais éthique. Et donc, en réalité, il y a cette problématique entre l'interprétation stricte et le postulat que finalement, il y aurait toujours cette interdiction et que, bien entendu, l'intervention des industries de santé serait purement cantonnée au domaine financier. Est-ce que vous pourriez passer, s'il vous plaît, Patrick? Donc, en réalité, ces travaux parlementaires ne sont pas venus exclure, voilà, mais préciser un cadre éthique et donner une sorte de limitation générale au domaine financier. Toutefois, le débat reste ouvert à l'égard de cette zone grise qui existait déjà et qui se trouve renforcée par les nouveaux textes parus en 2020. Donc, la question est ouverte aujourd'hui de savoir s'il va y avoir un rôle renforcé et accru, voire même peut-être direct, des industriels de la santé. Tout à l'heure, Sonatropé le disait, en fait, les dernières recommandations de l'HAS datent de 2007. Elles sont relativement anciennes et avoir un nouvel éclairage, je pense, serait vraiment le bienvenu. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Paul-Henri, pour cette présentation. Et on voit que des fois, un seul mot, hein, comme notamment, peut faire basculer les choses et faire réfléchir. Je propose maintenant qu'on conclue et qu'on prenne un peu de hauteur. Alors, non pas avec Achille Talon, qui sur Facebook nous dit seul je déplace un caillou, ensemble déplaçons des montagnes. On va essayer de dire des choses plus intéressantes et je suis sûr que ça va être le cas avec le professeur Atul Pathak, président de la SET. Professeur Pathak, finalement, en ayant entendu ces différentes interventions, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en retenez? Est-ce qu'il n'y a que des contraintes ou est-ce qu'on peut faire des choses entre pharma et ETP? Merci pour votre beau symposium. La preuve qu'on peut faire de l'ETP et collaborer, on en est l'illustration. Ce symposium et ce congrès illustrent finalement les contraintes et les ailes que peuvent apporter cette collaboration. Alors spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est finalement que l'industrie pallie au manque de ce que l'État ou de ce que la force publique devrait finalement faire. Et ce que nous avons entendu, c'est des collaborations, des partenariats, que ce soit dans le domaine de la formation, que ce soit dans le domaine du financement des outils, ou que ce soit même dans l'intégration de la participation de l'industrie dans les différentes dimensions de l'éducation thérapeutique. Finalement, ça devrait être le rôle de la structure publique, de soutenir, développer, permettre l'anticipation, la progression de cette dimension qui est l'éducation thérapeutique au contact des soignants, de la même manière qu'elle soutient le développement d'autres innovations thérapeutiques, qu'elles soient médicamenteuses ou non, qu'elle soutient le développement de nouveaux métiers, infirmières de pratique avancée pour ne pas les citer cette année. Donc, l'État et la puissance publique en France, dans la manière dont c'est structuré, est un acteur incontournable du soin. Et dans ce sens-là, elle devrait également financer les actions dont nous avons parlé. Ça, c'est ma première réaction, je dirais, très spontanée. Je dirais, finalement, heureusement que l'industrie est là parce qu'elle soutient directement, indirectement, on nous l'a rappelé, selon les contraintes légales, elle soutient comme elle le peut ce qu'elle a le droit de faire pour finalement permettre à cette discipline de progresser. Alors, pour être bref et laisser le libre cours aux échanges et aux questions, moi je crois que, dans mon sens, des contraintes finalement, et ça a été rapporté par notre avocat et maître présent, les contraintes, elles sont finalement assez explicites parce qu'elles sont définies par un cadre légal. Comme toujours, ce n'est pas propre à l'éducation thérapeutique, avec une variabilité dans l'interprétation et cet item du notamment, mais finalement, on comprend que oui, l'industrie ne peut pas être en contact direct avec les patients, ou elle ne peut pas créer les programmes d'éducation thérapeutique, mais elle peut financer et participer à des choses qui sont réalisées par le tiers externe. Donc ça, c'est à mon avis la seule contrainte, elle est finalement légale dans son interprétation et dans son application. Par contre, je crois que l'industrie est un formidable vecteur et un formidable levier pour promouvoir l'éducation thérapeutique, parce qu'elle a aussi une façon de faire et une façon d'agir qui constitue ce que vous avez appelé des ailes. Il n'y a pas de congrès d'éducation thérapeutique, on l'illustre bien, sans soutien de l'industrie pharmaceutique. C'est un acteur incontournable de la formation à l'échelle, je dirais, macro, c'est ce qu'on fait au niveau des congrès, mais aussi à l'échelle micro. Marina l'a rappelé, et Élise aussi, pour rappeler comment on utilise un médicament, renforcer les règles du bon usage du médicament, qui sont quelque part dans l'écosystème de l'éducation thérapeutique, aider au développement des outils et être au contact véritablement des acteurs de soins pour la formation. Deuxièmement, l'éducation thérapeutique et l'industrie pharmaceutique travaillent main dans la main au niveau institutionnel. Parce que quand vous êtes dans un hôpital ou quand vous êtes dans un cabinet de ville, eh bien, souvent, l'industrie fait le lien entre certaines structures, certains outils, certains programmes, et puis l'exercice plus quotidien de la médecine. Et souvent, les patients et les docteurs ne savent pas que là, il y a un centre qui propose de l'éducation thérapeutique, que là, il y a des outils qui sont en train de se développer, qu'ici, il y a la possibilité de se former ou d'améliorer sa pratique clinique. Et puis, dernier point, moi, je crois que tout ça, c'est une affaire de perception. C'est-à-dire que tout dépend de la manière dont vous voulez voir cette problématique. Est-ce que l'industrie et l'ETP travaillent ou peuvent travailler main dans la main, ou est-ce que finalement ce sont des ennemis qui ne peuvent pas travailler ensemble
Et là aussi, je crois que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui montre que lorsque le cadre légal est respecté, eh bien, c'est un véritable levier pour améliorer la prise en charge de nos patients atteints de maladies chroniques en leur permettant de bénéficier d'expertise, d'offres de soins et donc d'une amélioration de leur qualité de vie. Donc, je suis un optimiste, je suis un éternel optimiste et je crois qu'effectivement, ce sont plus des leviers qui nous permettent de nous envoler que des contraintes qui nous permettent ou qui nous entraînent vers la noyade. Et donc, je crois que demain, comme aujourd'hui, ce sont deux alliés qui ont tout intérêt à travailler ensemble et qui ont vocation à travailler ensemble. Merci beaucoup, professeur Patak. Je propose dans la minute qu'il ne nous reste pas, mais qu'on va prendre quand même, avec votre accord, bien sûr, en tant que président de l'ASSET, peut-être adresser une question qui me semble un peu peut-être résumer les interrogations qui ont été soulevées pendant ce symposium. Carolina nous demande comment résoudre l'équation entre l'intérêt de faire des profits intrinsèques à des industries pharmaceutiques privées et la vraie défense de l'intérêt des personnes qui vivent avec une maladie chronique. Est-ce qu'il faut cheminer vers une pharma d'État, d'intérêt public donc? Professeur Patak, est-ce que vous voulez bien peut-être donner quelques mots de réponse? Vous l'avez abordé dans votre topo, mais peut-être élaborer là-dessus? Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Parce que j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'on doit répondre de plus par rapport à ce qui a été dit? Je crois qu'en effet, ça a été pas mal abordé. C'était au cas où quelqu'un souhaite ajouter quelque chose là-dessus, c'est-à-dire la volonté de faire des profits de l'industrie pharma et l'engagement de défense des personnes vivant avec une maladie chronique qui serait plus détaché de toute considération financière. Est-ce que ça voudrait dire du coup que tout doit être fait par l'État, par le public, pour garantir, on va dire, la transparence et l'honnêteté de tout ça? Je crois que tout ceci est très clair. Je pense que ni nos patients, ni nous, soignants, ne sommes dupes de l'intérêt de l'industrie. Et l'industrie n'a pas vocation à être une entreprise philanthropique. Elle investit énormément dans la recherche, dans le développement. Et donc, c'est tout à fait naturel qu'elle soit dans une posture de retour sur investissement. Mais je crois aussi que, encore une fois, le cadre, et ça a été très bien rappelé, très bien discuté, le cadre légal définit les règles du jeu. Et que si les règles du jeu sont respectées, tout le monde est gagnant, car on est dans une situation effectivement où la puissance publique ne peut pas assurer ou assumer la situation et se passer du soutien de l'industrie pharmaceutique voudrait dire alors être dans une situation où il faudrait trouver d'autres ressources. Donc je crois que je ne plaide pas pour du tout public, parce que malheureusement, on ne peut pas le faire. Alors, peut-être que ça serait intéressant, mais je ne plaide pas pour ça. Je crois qu'il faut accepter les contraintes et la situation actuelle, qui est bien comprise par tous les acteurs, qui est bien cadrée, et développer la meilleure offre de soins dans ces conditions-là. Merci beaucoup, professeur. Afin de ne pas déborder davantage, je vous propose de conclure en remerciant très chaleureusement nos 5 orateurs pour leur clarté, pour la qualité de leur présentation et puis leur sympathie pendant toute la préparation de ce symposium. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter ce symposium qu'on en a eu à le préparer. À vous qui avez assisté à ce symposium, qui avez été nombreux, on est monté à plus de 90 et qui avez répondu à nos quiz. Et puis à l'ASSET, bien sûr, et à l'accueil que nous a réservé l'ASSET, le professeur Atul Patak et Sonia Tropé. Merci à vous de nous avoir permis d'aborder ces sujets qui sont clés. Je laisse le micro, comme on dit, puisqu'il y a des présentations qui reprennent à partir de 14h15. Très bonne suite de congrès à tous. À bientôt.